Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir la gestion des utilisateurs avec l'Active Directory sous Windows 2008 R2 et 2012 R2 ou 2016. Donc, quel que soit le système serveur, généralement, c'est le même principe que je vais partager avec vous. Ils sont valables sur toutes les plateformes, toutes les versions de la famille serveur de Microsoft. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser un fichier texte qui va me guider à suivre les étapes pour réaliser cette vidéo. Donc, alors, qu'est-ce qu'un compte d'utilisateur? Un compte d'utilisateur, c'est un objet qui permet l'authentification d'un utilisateur avec des attributs, notamment le nom de la session et avec un mot de passe, bien sûr, pour vérifier l'authentification ou bien l'authenticité de l'utilisateur. Alors, donc, on a un compte d'utilisateur, il peut être stocké soit au niveau de l'Active Directory, si on a un environnement client-serveur, si on a un domaine, par exemple, et on a la SAM. La SAM, si on a un PC autonome, un PC Windows 7 ou Windows 10 qui est autonome, il appartient à aucun domaine, et on trouve la base de données des comptes, c'est la SAM. Donc, un compte d'utilisateur, on peut le trouver soit au niveau de la SAM, soit au niveau de l'Active Directory. Donc, si c'est l'Active Directory, donc le compte, il est centralisé, il est stocké sur le serveur. Et bien sûr, dans un environnement client-serveur, dans le domaine, l'environnement de domaine Active Directory, on peut utiliser un compte centralisé, un compte enregistré au niveau de l'Active Directory pour ouvrir des sessions sur des stations membres ou des PC membres de domaine. Alors, ouais. Donc, on a pour les comptes, soit si on a un serveur dans lequel on installe l'Active Directory, donc on peut stocker l'utilisateur 1. Ou bien, si on a par exemple le min 7, je peux créer dans sa SAM, la SAM c'est la base de données des comptes, je peux créer user 2. Ok, si on est dans un environnement, client-serveur, je peux utiliser ce compte-là qui est stocké au niveau de l'Active Directory pour ouvrir une session à partir d'un client 7 par exemple, Windows 7 ici, pour ouvrir une session. Donc on a détaillé tout ça avant dans la vidéo qui explique l'installation de l'annuaire ou la configuration et même la partie théorique de. Alors pour après, donc la création des comptes. Donc pour cette partie, moi j'essaie d'utiliser l'interface graphique. Mais tout ce qu'on peut faire avec l'interface graphique, on peut l'utiliser avec l'invite de commande. Soit avec les commandes basiques, ou bien avec le PowerShell, le fameux interpréteur, un vrai interpréteur de commandes développé par Microsoft pour concurrencer ou pour mettre à niveau sa ligne de commande. Pas avec le CMD classique, l'ancien interpréteur de commande, le PowerAMC, le PowerShell, c'est un shell puissant qu'on peut déployer et installer, faire pas mal de choses avec ce langage, cet interpréteur de commande. Alors, on a pas mal d'informations pas mal d'attributs concernant le nom de l'utilisateur, généralement au niveau d'un domaine. Donc, on a deux types pour ouvrir une session, on a deux types. On peut l'ouvrir de deux façons. Donc, soit on utilise la façon, par exemple, on suppose qu'on a un domaine CONTOSO anti-slash et je tape le nom d'utilisateur. Ça signifie que je veux m'authentifier auprès de ce domaine-là, le domaine CONTOSO. Ou bien, je peux utiliser ce qu'on appelle UPN, User Principal Name, et je peux, comme c'est une adresse mail, c'est un compte dans ce domaine-là. Le nom, point le prénom, on utilise ce format, le nom de domaine.com. Et on peut bien sûr, comme j'ai dit, j'ai dit la messagerie, on peut
mapper une boîte aux lettres avec ce compte-là, et comme ça, on peut le tout baser sur l'Active Directory. On va utiliser un seul système, un seul mot de passe pour récupérer les emails, etc. Alors, pour un compte d'utilisateur, on a la possibilité de renommer si on fait des erreurs ou bien si on veut changer les informations de connexion d'un compte d'utilisateur. Alors, bien sûr que le système, il ne se base pas sur les noms, il se base sur le SID. Quel que soit le nom, mais le système identifie un utilisateur par son SID. Ça veut dire, si je donne le droit à un utilisateur qui a été nommé Ahmed, et après je change ce nom-là avec Moussa ou avec autre nom, donc le système il ne va pas perdre les droits. Il va utiliser, parce que en arrière-plan, le système il utilise le SID. Alors il y a d'autres attributs très importants concernant un compte. Un compte, on a l'horaire d'accès. L'horaire d'accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un compte et je ne veux pas que cet utilisateur qui se connecte à mon domaine démange. Okay? Et comme ça, on doit fixer l'horaire d'accès. Okay? Et à partir de quelle machine il va se connecter. Je vais expliquer ce point-là parce que c'est très important. Alors, on a un serveur. OK, on a un switch. Je vais prendre juste 2 PC. Alors, on suppose qu'on a juste user 1. Ou bien on a 2 utilisateurs, user 2. Pas grave. OK, on suppose qu'on a l'utilisateur 1, user 1, il utilise ce PC. Et l'utilisateur 2 utilise le deuxième PC. Alors, donc, les comptes, le user 1 et user 2, ils sont stockés sur le serveur. OK, les mots de passe et tout. Mais il utilise, quand j'ouvre une session, je prends le DD, le disque dur de ce PC. OK. Alors, si on suppose que l'utilisateur 1, dans ce disque dur, on a ces 2 points et on a des 2 points. On suppose qu'on a l'utilisateur 1 à accéder à ce PC avec bien sûr son compte de domaine et il a sauvegardé, il a téléchargé des données confidentielles et il les a mis dans la partition D. OK, par exemple, fichier 1, file 1. OK. Alors, il a stocké. Il a fermé la session. L'utilisateur de son PC, il est en panne par exemple, ou il veut accéder avec, utiliser le PC 1. C'est bon. Donc l'utilisateur 2, il va accéder avec son compte ici. Bien sûr, le compte est enregistré sur le serveur ou un environnement client-serveur. Mais ce que vous devez y faire attention, l'utilisateur 2, il va exploiter ou va utiliser le même disque dur de PC 1. Donc, il va aller dans la partition C, dans la partition D, et il va trouver le fichier file 1. Et il peut le récupérer, il peut le voir, etc. OK? Donc, c'est un point très important. Donc, on utilise le compte, il est enregistré sur le domaine, mais les ressources qu'on va utiliser, c'est les ressources locales du PC, des PC qu'on utilise. Alors, donc, on a PC1 et PC2. C'est donc ce comportement-là, par défaut, un utilisateur, il peut utiliser n'importe quelle machine. Ça, c'est un comportement par défaut. Mais bien sûr, il y a des faiblesses, il y a des points faibles concernant juste ce point-là, parce que c'est très important, vous devez faire attention. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'attribuer, d'affecter des PC. Alors, si moi je vois, et la technique, si moi je vois que l'utilisateur 2, il peut utiliser le PC1. Ou bien les 2 utilisateurs sont de même rang. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confidentialité entre les 2. Alors, qu'est-ce qu'on va, nous, en tant qu'administrateurs, en tant que, si vous voulez, des gens qui aident la direction ou l'administration à sécuriser et à protéger les données de l'entreprise, donc on va dire que ce sont des utilisateurs de même rang, ils peuvent utiliser, c'est ça la technique, c'est ça la solution, ils peuvent utiliser les PC.
Mais on avertit les utilisateurs de ne pas stocker des informations confidentielles, soit sur la partition C, soit sur la partition B, sur ces PC-là. Ok, ça c'est un point. D'autres points, c'est on a par exemple deux utilisateurs qui ne sont pas de même rang. Par exemple, on suppose qu'on a un directeur, et le directeur, il ne va pas partager son PC avec un autre utilisateur. Alors, dans ce cas-là, on doit déterminer les PC pour les utilisateurs. On dit que les user 1 ou bien user 2, il n'a pas le droit d'accéder au PC du directeur, d'ouvrir une session à partir du PC du directeur. Sinon, ben, il peut voir, si le directeur ne sécurise pas ses données, il peut entrer et voir ce qu'il enregistre sur le disque dur local de la machine utilisée par le directeur. J'espère que c'est clair. On va voir dans le TP comment on fixe les PC pour les utilisateurs. Alors, je vais passer quand même. Alors, il y a pas mal d'attributs. Par exemple, généralement, l'administrateur, il n'a pas le droit de savoir les mots de passe des utilisateurs. Mais comme c'est un administrateur, il a l'outil pour réinitialiser les mots de passe des gens. Et comme on change le mot de passe, l'administrateur, il peut taper le mot de passe. Mais pour garder la confidentialité et que le mot de passe de l'utilisateur soit connu juste par ce dernier, on peut attribuer un mot de passe aléatoire et on demande au système que l'utilisateur doit changer son mot de passe la prochaine ouverture de session. Okay? Et comme ça, l'utilisateur il garde la confidentialité, il a son propre mot de passe et l'administrateur il ne peut pas savoir ni le mot de passe, il ne peut pas le récupérer. Alors l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Par exemple, je vous donne un exemple, si j'ai un stagiaire, un compte pour des stagiaires, un compte générique, et je ne veux pas que le stagiaire entre et change le mot de passe. Bien sûr, on a un attribut pour un compte, et je peux cocher la case « Utilisateur ne va pas changer le mot de passe » et il ne peut pas changer le mot de passe. Alors, généralement, pour des raisons de sécurité, généralement, le mot de passe a un âge. Par exemple, par défaut, je pense, c'est 40 jours. L'utilisateur doit changer après chaque 40 jours son mot de passe pour rester vigilant, etc. et pour éviter des problèmes de sécurité. Alors, parfois, pour un compte, je veux désactiver cette fonctionnalité. On dit que le mot de passe de ce compte n'arrive jamais à expiration ou à expert. Ok, et comme ça, le mot de passe, c'est pour toujours, c'est pas, on ne va pas à chaque 40 jours changer le mot de passe, le système va inviter l'utilisateur externe. C'est un attribut, c'est une information, c'est une option au niveau des comptes. Alors le compte est désactivé. Le compte est désactivé, je peux désactiver un compte, je peux activer un compte. C'est comme je veux. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un utilisateur qui a quitté l'entreprise. Je ne vais pas supprimer carrément le compte. Okay? Je peux le désactiver, par exemple. Ou bien l'utilisateur il est en congé. Il est en congé. Moi, je peux désactiver le compte pour ne pas que quelqu'un utilise son compte, etc. Donc, il y a pas mal. Donc, on va voir dans la partie pratique, il y a pas mal d'options et des fonctionnalités concernant les comptes d'utilisateurs. Alors, en tant que la réinitialisation de mot de passe, bien sûr que c'est un système, il offre la possibilité, si l'utilisateur simple oublie son mot de passe, l'administrateur il doit avoir la main pour changer ce mot de passe-là. Ok? Et donc, il ne peut pas, le mot d'administrateur, pour des raisons de confidentialité, le système il est conçu de telle façon que l'administrateur il ne peut pas récupérer les mots de passe. Mais il peut réinitialiser en cas de besoin, okay, pour garder un état cohérent de sécurité au niveau de l'entreprise. Donc, l'utilisateur a son mot de passe, ce mot de passe n'est pas partagé avec l'administrateur, et même l'administrateur il ne peut pas le récupérer. Mais au cas où l'utilisateur simple oublie son mot de passe, l'administrateur il a l'outil pour initialiser le mot de passe, pour débloquer la situation. C'est ça sa tâche principale. C'est pas de bloquer les utilisateurs, mais vraiment d'aider les utilisateurs à être productifs.
Alors, déverrouillage d'un compte. Alors, je vous donne un compte dans le cas où un compte est verrouillé. Alors, on peut appliquer une stratégie de mot de passe ou bien de tentative pour la saisie des mots de passe. Je peux paramétrer mon système afin que si l'utilisateur tape 3 tentatives erronées de mots de passe, son compte, il doit être désactivé. Pas désactivé, verrouillé. Désolé. Verrouillé, dans ce cas-là, si le compte est verrouillé, ben, l'administrateur, il peut déverrouiller ce compte dans ce contexte-là, dans ce cas. Alors, bien sûr, on peut déverrouiller, on peut désactiver un compte carrément. Un utilisateur a quitté l'entreprise, on peut désactiver. Un utilisateur en congé, on peut désactiver son compte. En cas où, si la direction me demande de réactiver le compte, je réactive le compte et le deux fonctionne comme avant. Alors, pour la suppression, un point très important, la suppression d'un compte utilisateur, lorsque vous supprimez un compte, vous perdez l'appartenance au groupe et l'identificateur de sécurité, le SID, parce que pour chaque utilisateur, on a un SID. On suppose qu'on a un compte Abdelrahim et je vais supprimer ce compte-là. OK? Et je vais créer un deuxième compte Abdelrahim. Est-ce que le deuxième compte Abdelrahim peut récupérer les droits et l'appartenance au groupe de l'ancien compte? Bien évidemment que non. OK? Pourquoi? Parce que le système ne se base pas sur le nom. Le système, il se base sur le SID. Et quand on supprime un compte, ben, généralement, on supprime son SID. Et c'est définitif, on ne peut pas le récupérer, etc. On ne peut pas recréer un compte avec le même nom et pour dire qu'il va bénéficier des droits de l'autre compte. C'est impossible. Alors, pour des raisons d'organisation, je peux déplacer un compte d'une unité d'organisation vers une autre pour, par exemple, si je veux organiser les utilisateurs, on dit que c'est un utilisateur de département informatique, c'est un utilisateur de département marketing, etc. Moi, pour organiser les utilisateurs, je vais créer des unités d'organisation, département informatique, département électronique, marketing, etc. Et je vais mettre les utilisateurs dans les unités d'organisation appropriées. Par exemple, je suis un utilisateur du département informatique, je vais trouver mon nom avec les utilisateurs de ce département dans une unité. C'est un conteneur ou un dossier pour plus d'organisation. Alors, le dernier point, c'est la création des utilisateurs avec des templates ou des modèles. Alors, je vous donne un exemple. Je suppose qu'on a, par exemple, un groupe d'utilisateurs. Un groupe d'utilisateurs que je vais créer. Et ces utilisateurs, il appartient au même groupe. Et ces utilisateurs ont pas mal d'informations communes entre les utilisateurs. Par exemple, la filière, on prend l'exemple d'une école, la filière, le niveau, l'école même, quoi d'autre, le groupe d'appartenance, et pas mal d'informations. Alors, je ne vais pas créer 30, par exemple, 30 utilisateurs, et je vais saisir toutes ces informations, par exemple l'adresse, le téléphone, il y a pas mal d'informations concernant les comptes. Je ne vais pas faire ça. Donc, généralement, la solution offerte par Microsoft ou dans les systèmes serveurs de Microsoft, donc généralement, on va créer un compte modèle et je vais le cloner ou je vais le copier. Et comme ça, le système va récupérer les informations communes entre le template ou bien l'utilisateur modèle vers les autres utilisateurs. Et comme ça, on gagne de temps au moment de la récupération. On gagne de temps pour la création des utilisateurs. Après, on va passer au TP pour vous montrer ce que je veux partager avec vous concernant cette partie. Alors, j'ai déjà lancé ma machine serveur. Okay. Alors, donc, je vais suivre l'OTP. Pour l'OTP, il dit que créer 3 utilisateurs dans votre domaine.
Alors, moi, je préfère cette interface. Il y a d'autres interfaces. Active Directory, centre d'administration Active Directory. Moi, je préfère cette interface avec 2008. Alors, donc, pour ajouter utilisateur, je dois lancer utilisateur et ordinateur Active Directory. Et je vais, par exemple, créer, je ne sais pas, il y a déjà Abdelrahim. Je vais créer user 1, user 2, user 1. Ok, donc l'utilisateur il demande un mot de passe. Et comme vous voyez, les options que j'ai dit tout à l'heure, l'utilisateur doit changer son mot de passe. L'utilisateur, le mot de passe n'expire jamais. L'utilisateur ne peut pas changer. Le mot de passe n'expire jamais. Le compte est désactivé. Ok, je peux désactiver à partir. Par défaut, généralement, moi, comment dirais-je, alors, généralement, moi, j'utilise ça. Alors, utilisateur 2, user 2. Et comme vous le voyez, qu'on a ici deux méthodes. Le nom d'ouverture de session, c'est user2 @sga.lan et on a sga /user 2 pro étoile 009 étoile 009. Alors, user 3 user 3. Donc, on a créé les 3 utilisateurs. Alors, utiliser les 2 méthodes pour ouvrir une session. Alors, les 2 méthodes, je dois allumer une... Alors, je vais voir, est-ce que c'est... Oui. Fermer la session, j'espère que... C'est un PC membre de domaine qu'on a configuré la dernière fois avec la vidéo d'Active Directory. Alors, je vais envoyer je change l'utilisateur, je peux prendre. Alors, user 1 @sga.lan étoile 009. Ah oui, nous sommes en train d'utiliser la première méthode. La première méthode, c'est l'UPN, oui, c'est l'UN. Donc, on utilise le nom d'utilisateur @domaine. Ou bien, on utilise domaine, /. Et comme vous le voyez, on a user 1 qui est connecté. C'est un utilisateur qui est connecté. Alors, je reviens vers mon fichier. Ah oui, je dois fermer la session. Je ferme la session. OK. Fermer la session et je vais utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Je peux changer. ISG1, /, user2. Ah ouais, très bien. Donc notre domaine, il est parfaitement configuré correctement. Alors, donc, créer un compte d'utilisateur pour tester les opérations suivantes.
renommer, réinitialiser le mot de passe, désactiver. Alors, je vous montre juste comment. Je ne vais pas créer un autre. Alors, allez, je clique avec le bouton droit, je peux désactiver le compte, je peux changer son mot de passe, je peux, quoi d'autre? Je peux le déplacer, je peux le supprimer, je peux le renommer. Okay? Donc, il y a pas mal, donc on clique sur l'objet avec le bouton droit, et on va voir, vous allez trouver pas mal d'options. Alors, pour la question 4, c'est limiter l'horaire pour un utilisateur. Alors, on va voir. Par exemple, je vais prendre l'utilisateur 1, propriété. Alors, le compte, et on va voir l'horaire d'accès. Donc, ici, on peut limiter de lundi jusqu'au lundi. Alors, je vais vérifier. Je vais faire, par exemple, du lundi de 8h à midi. Donc, pour l'horaire d'accès, par exemple, je vais bloquer le vendredi pour vérifier. On est le vendredi. Hein, je vais bloquer ça. Et je peux bloquer, par exemple, à 8 heures. Pas 9 heures, mais et alors après 18 heures, ils ne peuvent pas. C'est juste des exemples. Okay? Juste des exemples, mais le vendredi, ils ne travaillent pas. Okay? C'est quel compte? Il y a pas mal d'utilisateurs. Okay? C'est l'utilisateur 1. Alors, donc, on va tester cette option. Alors, on va voir est-ce que l'utilisateur 1 il peut se connecter ou non. Alors, je peux envoyer avec contrôle supprimé, changer l'utilisateur, et user 1. Et je peux, par exemple, je peux écrire juste user 1 parce que par défaut, on a le domaine SGR. Votre compte possède une limitation d'horaire d'utilisation. Vous ne pouvez pas l'autoriser à cette session à 7 heures. Essayez plus tard. Ok, comme vous le voyez, donc si on a un utilisateur en congé, on peut bloquer. Si on a un utilisateur qui travaille la nuit ou le soir, ben on peut verrouiller son compte de cette façon. Et comme vous le voyez, si je tape l'utilisateur 2, Pro, étoile 0809, ben, ça passe correctement parce qu'il n'y a pas une limite d'horaire. Alors, on a limité l'horaire, à limiter les stations. Par exemple, je vais prendre comment dirais-je? Alors, je vais chercher le nom de cet ordinateur. C'est admin PC, ok? C'est admin PC. Et on a ici l'utilisateur 2. Ben, je vais bloquer l'utilisateur 2 d'accéder, d'utiliser cette machine. Alors, je vais aller sur le serveur, l'utilisateur 2. Alors, compte. Alors, se connecter à. Donc, par défaut, on a tous les ordinateurs. Il faut faire attention à ça dans un environnement de production ou dans une entreprise réelle, parce qu'il y a des fuites. Alors, je peux préciser PC 1. On suppose qu'on a ce PC sur le réseau. Okay. Ajouter. OK. Alors, je vais aller dans le client. Comme ça, c'est un PC, un admin PC. Ben, le système, on va voir est-ce qu'on va passer ou non. Fermer la session. Alors, j'envoie Alt Contrôle supprimer. Pro 0809.
Ah oui. Je vais vérifier. Le principe, c'est configuré. Ça, c'est user 2. On va voir. Ah oui. Votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser cet ordinateur. Utiliser un autre ordinateur. Ok, donc comme ça, on peut bloquer. C'est un utilisateur de département informatique. Il peut accéder avec les PC du département informatique. Mais il ne peut pas utiliser le PC du directeur pour qu'il puisse accéder. Alors, configurer pour changer. Alors, donc, je vais faire avec le PC3, l'user 3. Alors, l'utilisateur devra changer son mot de passe. Alors, je vais utiliser user 3 et on va voir. On va voir comment le système va réagir. Utiliser un autre, ok. User 3, bien sûr, axe isogr.lan, c'est comme vous voulez, 3 étoiles, 009. Alors, le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture de session. Ok. Tapez le nouveau mot de passe, pro, étoile 009, pro, étoile 009. Et là, il a changé, ok. Donc, comme ça, l'administrateur, il est tranquille. Alors, créer un compte d'utilisateur modèle, ça c'est simple. Par exemple, je peux utiliser un utilisateur. Exemple 3easy underscore template. Je peux l'appeler avec le nom de 3 ici. Templates. OK. Bon modèle. OK. Alors, je vais renseigner les informations, par exemple, nouvelle, 3000, Villefesse, par exemple, quel département, info, code postal, tac, 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 la région. Ok. Ça, c'est parmi les informations. L'onglet général. On a l'onglet bureau. Bureau 1. Numéro de téléphone, etc. Le compte. Il y a pas mal de téléphone. Il y a pas mal de... Il n'y a pas l'organisation. Il y a pas mal de membres d'eux. Il y a pas mal d'informations, etc. Alors, juste pour récupérer, moi, je vais, pour cloner cet utilisateur, copier à... Alors, test 2. Test 2. Alors, OK. 3.0.9. OK, on va vérifier le test 2. Test 2, et comme vous le voyez, on va voir l'adresse. Vous allez trouver que ce sont des utilisateurs de département, code postal, etc. Ils gardent, et comme ça, si je veux utiliser un utilisateur, je vais le cloner. Ce n'est pas la peine de retaper les informations une deuxième fois. Alors, créer deux autres
utilisateurs à partir de ce modèle-là, ça c'est créé. Donc sur la partition C, créer un dossier, etc. Partager ce dossier avec le groupe utilisateur, sans modification, dans ce dossier, créer 3 sous-dossiers, alors que... Ah oui. Donc on va créer, donc je vais aller sur le serveur. Sur le serveur, je vais créer un dossier sur la partition C. Par exemple, 3 ici. Suppose qu'on a pour ce groupe-là. Et on va créer 3 dossiers, par exemple, Ahmed, Khalid, et par exemple, ah ouais, je vais pas créer, je vais utiliser ça, user 1, et user, parce que j'ai pas donné, user 2, user 1. Ok, on a user 1 et user 2. Donc aussi, il demande de modifier, de me partager, autorisation, là, je vais avoir modification, soit tout le monde, soit utilisateur. Vérifie maintenant. Alors, je peux récupérer ça. Okay. Avec droit de modification, tac, tac. Okay. Okay. Alors je vais pour l'utilisateur 1, alors compte, l'horaire. Je vais régler ça pour que je puisse faire le test avec ce compte. OK. Oh, OK. OK. Donc l'utilisateur 1, il peut accéder à n'importe quel moment. Et l'utilisateur 2 compte se connecter. Il peut se connecter à partir de n'importe quel ordinateur. OK. C'est juste pour faire le test, mais pour vous montrer que... Alors, je vais aller dans Windows 7. Je vais fermer cette session. Fermer. Et on va utiliser user 1 et user 2. Je vais envoyer le... Non. Changer d'utilisateur. User 1. Pro 40809. Ok, je vais essayer d'accéder au serveur. Partir du partage. Ah oui, c'est comme on a vu. Donc on a ici un compte admin. Pro 0809. Et je ne vois pas le serveur, mais je peux l'appeler à partir de son nom, son adresse plutôt. Ok, on a trouvé le... Et on a... Ok. Après, on va voir comment on sécurise ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, partage solution avec les utilisateurs. Dans ce dossier, créer 3 dossiers avec des prénoms. Configurer les comptes afin d'utiliser de... Ok, très bien. Alors, on va voir, par exemple, je vais prendre un sur le serveur. Je vais accéder à mon adresse, //, tac, 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 tac. Bon, ok. Je prends ce chemin-là et je vais le coller ici. Alors, je vais aller dans compte. Pas compte, profil, je pense. Profil, dossier de base, et je peux monter. Ok, je peux pointer sur ce dossier-là. Ok. Le dossier user 1 existe déjà. Est-ce que cet utilisateur prend le contrôle? Oui. Alors, je vais lancer le deuxième. Profil. Ok, ok. Ok. User 2. Okay. Ouais. Alors maintenant, je vais essayer d'actualiser. Okay.
utiliser user 1. Ok, maintenant on va voir avec le PC ce qui se passe. Voilà. Donc on va fermer la session. Généralement, on va connecter un lecteur réseau pour ne pas à chaque fois, par exemple, le directeur, il ne va pas à chaque fois taper anti-slash pour accéder au serveur. Alors, user 1, pro étoile 009. Donc, en principe, on doit trouver un lecteur monté sur comme vous le voyez ici. Et je peux le renommer, par exemple, data sur serveur. Ok, et je peux créer des dossiers. Et comme ça, l'utilisateur, il ne va pas aller chercher dans le réseau, etc. Il va accéder à post-travail et il va trouver son lecteur, il va récupérer les données, etc. C'est la même chose pour les autres utilisateurs. On va changer cet utilisateur pour voir. Changer d'utilisateur, fermer la session. Alors, je change user 2 parce qu'on a configuré que deux utilisateurs, pas plus. User 2 pro étoile 0809. Là, je vais aller dans post-travail et je vais trouver d'autres dossiers. Je peux le data sur serveur. Ok, il rentre, c'est un dossier vide, l'autre dossier. Donc chaque utilisateur, il a ses documents sur le serveur, il peut les récupérer, il peut stocker. Et comme vous voyez ici, on a user 2. Okay. User 2. Alors sur le serveur, je vais entrer, je trouve ça. Sur le user 2, je trouve user 2. Okay. Alors, je vais voir. On rappelle, donc c'est ça l'objectif de configurer afin d'utiliser un lecteur, c'est lecteur réseau. Alors maintenant, on va parler du profil itinérant. Le profil itinérant, qu'est-ce que signifie un profil itinérant? Alors, on suppose qu'on a l'utilisateur 1. L'utilisateur 1 utilise le PC1. Alors, dès qu'il ouvre une session dans ce PC-là, qu'est-ce qu'il fait le PC2? Il va créer un dossier dans ces deux points, anti-slash user anti-slash user 1. Ok. Oh, la prochaine fois, l'utilisateur 2.1, il a utilisé le PC1. Donc, le système va créer son profil dans ces deux points, anti-slash user ou utilisateur, selon la version, et on trouve user 1. Alors, si l'utilisateur ajoute des documents sur le bureau du PC2, ben, théoriquement et basiquement, et bien évidemment, il ne va pas le trouver par défaut dans le PC1. OK? Donc, ce sont avec des profils normaux ou avec un profil normal, on ne peut pas trouver les documents d'utilisateurs, ils ne les suivent pas. Alors, avec la configuration, le concept des profils itinérants, donc le système, il va récupérer, il va stocker le profil ici. Il va stocker ici, dans un dossier par exemple, des deux points, profil. Et dans ce profil, on trouve user 1, user 2, etc. Alors, ce profil, il est stocké sur le serveur. Moi, si j'utilise ce PC, il va me récupérer ce PC. Il va récupérer le profil à partir du serveur. Si j'utilise ce PC-là, le système il va récupérer ce profil-là. Et comme ça, je trouve un bureau, un profil unique. Donc, qu'est-ce qu'un profil? Le profil, c'est l'ensemble de paramétrages et des données de l'utilisateur dans mes documents, mes images, ma musique, etc. Et pas mal d'autres configurations. Alors, on va essayer de configurer ça. Côté serveur.
Alors, pour le configurer, bien sûr, il faut créer un dossier partagé, par exemple, profil. OK. Je vais le partager avec les utilisateurs. Je ne vais pas parler de ça. Partage, supprimer, user. J'ai expliqué la différence entre tout le monde et utilisateurs. Tout le monde, c'est tous les utilisateurs du domaine et les autres utilisateurs anonymes ou externes de réseau. Par contre, utilisateur, c'est je partage avec les utilisateurs. Ça veut dire que je partage juste avec les utilisateurs de mon domaine. OK, je vais voir juste la sécurité. Alors, tout le monde, juste l'administrateur. Défi. Ouais, généralement, je ne vais pas toucher ça. On va voir. Si ça ne marche pas, je vais toucher sur au niveau de la sécurité. Alors, salut. Alors, c'est un problème. C'est profil, partage. Oui, il est partagé. Alors, pour l'interface ou pour la sécurité, on va voir. Alors, donc, on va configurer, par exemple, user 1 afin d'utiliser, de stocker le profil. Alors, dossier de base, chemin de profil, oui. Vous pouvez le récupérer à partir de ça. Je peux taper ça et je peux aller vers profil et OK. Alors, une information importante, donc on peut... tous les utilisateurs, ils vont créer un profil ici. Alors, on doit le séparer. Comment le système, on peut utiliser une variable user name. Donc, le système va créer un dossier avec le nom de l'utilisateur. User 1, user 2, user 3, etc. pour ne pas stocker tous les profils sur un seul dossier. OK. Alors maintenant, on va essayer d'ouvrir une session. On va voir avec l'utilisateur 1. Fermer la session. Alors, OK. Je change. Non. User 1. Voilà, 09. Et comme ça, je vais créer un compte. Je vais créer un dossier sur le bureau. Test 2. Non, pas test 1. Alors, j'ai créé ça et je vais voir, je vais aller sur le serveur, je vais vérifier le dossier. Comme vous le voyez, le système, il a créé un dossier. Alors, continuer, grâce à sécuriser, etc. On va voir comment on vérifie le contenu de ça, parce que même l'administrateur, par défaut, il n'a pas le droit de toucher ça. Je peux aller sur l'ordinateur et je peux, par exemple, accéder à ce dossier. DC1, profil. Et comme moi j'utilise le compte user 1, il a le droit d'en entrer. Il n'y a rien, il y a le dossier, il n'y a rien. On va fermer la session et on va voir. Donc, pour les profils itinérants, donc moi je travaille sur le bureau, etc. Et au moment de l'ouverture de session, le système il va sauvegarder le profil sur le serveur. On va voir. Alors, anti-slash, DC1, je rentre dans le profil. Et je trouve le profil, OK? Je vais entrer dans le dossier, je trouve le dossier test 1. OK? Bien sûr, je peux utiliser cette technique pour vérifier sur le serveur. Bien sûr, je peux forcer cette sécurité. Non, même moi j'accède à partir du réseau, j'accède avec
ben, je peux forcer, mais de préférence, s'affiche un dossier confidentiel, on peut le garder. Ou bien, on peut forcer cette sécurité, on va étudier ça en détail avec les droits NTFS. Alors maintenant, on va utiliser sur un autre PC, et on va essayer de récupérer le profil de l'utilisateur user 1 à partir de la deuxième machine. Et comme ça, on dit qu'on a récupéré le profil, où on utilise un profil itinérant qui suit l'utilisateur, quelle que soit la machine cliente. J'espère que cette machine est encore membre de notre domaine pour ne pas la reconfigurer. Je vais vérifier mon fichier texte. Ah oui, c'est la dernière étape. Donc on va tester, se connecter avec... on va essayer de récupérer le dossier test du bureau. Alors, j'espère que... C'est pas un membre Pro 3009. C'est un PC autonome. En principe, si c'est enregistré sur le serveur, ça va fonctionner. Des problèmes du profil itinérant, parfois, on n'arrive pas à les stocker sur les serveurs. Mais comme dès qu'on les trouve sur les serveurs, on peut les récupérer à partir d'autres machines sans aucun problème. Alors maintenant, je vais mettre la deuxième machine en pause pour ne pas surcharger ma machine physique. Alors, je vais voir ce que ça me... Alors, propriété, je vais voir même le réseau. Propriété. Ah oui, groupe de travail. Ou bien, je ne sais pas. Pas grave, on va revoir comment adhérer à un poste au domaine. Ah, vraiment, c'est ouf. Combien de gigas? Alors, ici je là. Voilà. On change carrément le nom. Alors, là je peux le nommer Win10. Alors, à condition que le DNS doit être configuré dans ce...
OK. Je ne pense pas, il faut configurer le DNS d'abord. Oui. Ouais. C'est ça. يكون خوف إذا كان فيه هذا. خلينا شوية نقطع. أحسن لا بيتقال ما يمشي. شوف هذيك ديال شوف ديال هذيك. صافي يلا نصل. يلا أوكي. Oui, propriété. Vraiment, c'est lourd. Ah oui, il n'a pas trouvé, c'est normal. Alors, il faut entrer en réseau. Le serveur, la passerelle. C'est le DNS qui compte. 250. Okay. Je vais utiliser le mot de réseau en host only. Oui, c'est not, c'est le host only. Ok. Alors, on va essayer. Il va chercher le serveur. Il n'a pas trouvé. Encore une fois. Alors, on va utiliser Windows R, anti-slash, tac, 250. Je vais voir est-ce que je peux communiquer avec le serveur. Il n'a pas encore annulé. Alors, je m'assure que les infos sont correctes. Et il faut éviter le PV6, c'est
PV4, tac, 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 ok, ok. Alors, on peut anti-slash, ou bien avec ping, je clique sur le serveur. Ça passe pas. Même avec. Je vais vérifier est-ce que le serveur est dans le réseau host-only. Ah oui, il est dans le NAT. Même le serveur est dans le NAT. Donc je dois garder NAT pour ici. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai oublié. L'essentiel que c'est il faut garder les. Ça passe. Ok. Je peux changer le nom de le. Il y a une vidéo qui explique les modes réseau pour modifier Win10 et je peux isg1.lan. Ok. Ouais, je peux utiliser user1 pour le droit de 09. Ok. Ouais, ouais. Ok, je vais redémarrer. Je dois redémarrer, bien sûr, sinon ça ne va pas passer. Après le changement de nom de l'ordinateur, il faut le redémarrer. J'espère que ça va démarrer rapidement pour qu'on puisse récupérer le profil de. En principe, ça va marcher, mais juste vous montre ça, comme ça, vous serez rassuré. Mais l'essentiel, c'est dès que le profil itinérant s'enregistre au niveau du serveur, ben c'est bon. Utiliser un autre. User 1. SG1.1 pour 009. Ok. En Windows 10, ça prend du temps pour configurer le profil la première fois. Sauf que si elle détecte que c'est un profil itinérant, il va le récupérer à partir du serveur. Non, donc ça va prendre un peu de temps.
Donc, elle n'a pas récupéré à partir de Windows 10. Tac, tac. Un profil. Ah, il a configuré un autre profil pour Windows 10. Ah oui, c'est ça, c'est un autre. Parce que c'est différent. On a test 2. Mais pas grave, l'essentiel que vous. Alors, test 2. Je vais fermer. Se déconnecter, changer tout ça, se déconnecter. Pour vous montrer que c'est enregistré sur le serveur. Mais Piro test 2. Alors donc, donc c'est selon le client, comme il y a pas mal de paramètres, il y a une différence entre les profils sous Windows 7 et sous Windows 10. Ben, Microsoft, ils ont créé plusieurs profils. Ok, donc ça c'est un profil pour Windows 7. Si j'utilise un autre système Windows 7, je vais récupérer ce dossier-là. Si j'utilise TPC Windows 7, je vais récupérer ces dossiers-là. Et comme ça, je peux. L'essentiel que c'est le profil, il est sauvegardé sur le serveur. Comme vous le voyez ici, j'accède avec un réseau, avec un chemin réseau profil, et je trouve mes profils. Un profil version 2, c'est pour Windows 7, et un profil version 5, c'est pour Windows 10. Je pense à ce que je veux partager avec vous concernant cette vidéo. Merci pour votre attention et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.